aujourd'hui, c'est quelque chose d'inédit qui a été apparu l'année dernière, en 2022, c'est ce livre Clarté. Quand je l'ai ouvert, j'ai été vraiment surprise parce que sur 10 ans, on a toutes les lettres que Catherine a envoyées aux abonnés de sa newsletter, et ces lettres parcourent complètement l'art du conte, l'art du conteur, je devrais dire. Et on s'aperçoit tout à coup qu'on a des réponses à des questions que parfois on se posait, que parfois on ne se posait pas, mais qui tout à coup apparaissent comme une évidence. Et j'ai commencé par lire en diagonale, je pense comme beaucoup de gens, simplement attirés par un titre, ensuite plus méthodiquement, et puis parfois parce que il y avait vraiment une réponse importante. Alors, on va parler surtout d'une lettre qui s'appelle Au risque de l'oralité. Voilà, Catherine, c'est à vous si vous le voulez bien. De nos jours, on a beaucoup à faire à du conte fixé. Et c'est la grande différence qu'on trouve en ce moment. Le texte est fixé, il est présenté systématiquement le même, quelquefois calé avec des musiciens. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on a des musiciens, par exemple, de caler une parole fixée que de compter en improvisation et que le musicien soit capable de suivre. Mais même quand on est seul, on voit beaucoup sur scène des conteurs qui finalement, non pas spécialement théâtralisent, parce que peut-être ils théâtralisent, il y en a qui théâtralisent, mais c'est pas seulement ça. C'est des conteurs qui, par crainte de l'oralité, fixent leur langue, fixent leurs mots, vont dans une mise en bouche qui va jusqu'au par cœur. Donc, on crée souvent, c'est comme ça, de nos jours, on finit par créer sa version, on l'écrit et on n'en bouge plus. Donc, si vous voulez, pour moi, ça, c'est pas l'art traditionnel du conteur. L'art traditionnel du conteur est beaucoup plus exigeant et beaucoup plus difficile. C'est niveau 2 par rapport à ça. Là, si vous voulez, quand vous fixez, quand les gens fixent leur texte, ils prennent aucun risque. Mais aussi, ils pratiquent pas l'art du conteur, pour moi. Maintenant, il faut faire attention dans l'autre sens, à l'inverse. Quand on part dans une improvisation échevelée, non préparée, qui frise un amateurisme sans travail, on fait du tort aussi à la profession. Hein. Il ne s'agit pas de se dire je vais me lancer puis on verra bien. Donc, si vous voulez, entre les deux, se situe un endroit de travail que j'appelle le travail pointu. À la fois, vous devez travailler votre langue. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut partir dans ce qu'on appelle la parole conteuse si on n'a pas notre langue qui est dans une fluidité, je dirais pas une maîtrise, parce que il me semble que dans l'oralité, il y a une maîtrise générale, mais on ne contrôle pas sa langue, on ne contrôle pas son expression. Mais par contre, on peut travailler la richesse de son vocabulaire, la précision de sa langue, la beauté de ses mots, la clarté, la rapidité de ses descriptions, etc. Donc, si vous voulez, ça, ce sont des choses qui appartiennent réellement à l'art du conteur et qui peuvent venir naturellement quand on travaille deux choses, le lâcher-prise au niveau du contrôle et la vision. Si vous voyez votre conte, si vous voyez le film, vous savez mieux dire ce que vous voyez. Si vous ne voyez rien, vous n'allez pas être à l'aise
vous allez être pétri de trouille. Et c'est cette trouille qui va vous amener à fixer les choses pour assurer pour le public. Donc, le conteur est un visionnaire, en fait. C'est sa vision qui détermine la qualité de son dire. On dit en danse, quand on danse rapidement sur un plateau, on dit que les pieds suivent l'œil. Et donc, il faut regarder où on va pour se diriger rapidement dans une direction. Et si on ne fixe pas notre point, on ne peut pas atteindre l'endroit. Donc et si on est au bord d'un précipice, pareil, on peut tomber si on ne fixe pas correctement notre direction. Mais si on fixe correctement notre direction, on peut courir au bord d'un précipice. Et donc, si vous voulez, l'oralité suit l'œil. La rivière de vos mots suit votre vision. Donc ça, c'est essentiel. On le sait, vous connaissez, vous êtes des gens qui pratiquaient l'art du conte. Donc, dans l'oralité, si vous voulez, vous voyez. Quand vous voyez et que votre vision est riche, vous pouvez dire ce que vous voyez. Si vous travaillez votre vision, elle doit contenir beaucoup de choses. Elle doit contenir non seulement l'image, si vous voulez, mais elle doit contenir la profondeur des sentiments. Elle doit contenir la dimension spirituelle qui fonde le récit. Elle doit contenir l'épaisseur du monde, la dimension symbolique que vous avez travaillée. Tout ça doit être contenu dans votre vision d'une manière ou d'une autre. C'est pas seulement voir. Hein. On me fait la remarque qu'il y a des gens qui se passent plus par l'auditif. Peu importe, si vous voulez, il y a des gens qui passent aussi que par... non, on ne se laisse pas guider par le fil des mots si on n'a pas travaillé en amont. Attention. C'est la difficulté. On est en liberté surveillée. Il ne s'agit pas, parce que si vous voulez, genre, moi ça va, je me laisse guider par le fil, là vous vous laissez emporter quelquefois dans quelque chose qui est redoutable et qui est quand le conte a décidé de maîtriser la situation et pas vous. J'ai connu des stagiaires qui se laissaient emporter par leurs paroles, ils savaient finalement plus ce qu'ils disaient. Et du coup, il y avait une dimension de ce qu'on appelle la décharge qui passe dans ces cas-là, comme si votre inconscient en profitait pour parler de vos souffrances, qui est à couper au couteau. Donc attention, le conteur travaille très longtemps en amont de laisser sa parole filer. Et il est hors de question de faire du hors-sujet, comme vous savez, en devoir de philo au bac, là, plaf, hors-sujet, plaf, hors-sujet. Hein. Donc, c'est hors de question. Même, si vous voulez, vous devez avoir tellement travaillé que même si vous faites un lapsus, il est interne au récit. Alors, ça demande plusieurs mois, voire plusieurs années de travail pour dire un conte avec la parole qui est libre, mais dans cette qualité. C'est une question de qualité. Et de nos jours, il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup, beaucoup d'erreurs. Alors, évidemment, la personne qui fixe, elle n'a pas tous ces problèmes. Elle fixe son texte, c'est terminé, elle a assuré... bon, ben voilà, on n'en parle plus parce que, en fait, si vous voulez,
ben, il n'y a pas de risque, donc la question ne se pose pas. Maintenant, si on reprend de parler du risque de l'oralité elle-même, si vous voulez, ça demande, je dirais, 10 fois plus de travail qu'une personne qui fixe. 10 à 20 fois plus de travail en amont. Il y a à travailler la richesse de sa langue, bien sûr, en général, hein, comprendre qu'on a besoin de mots, qu'on a besoin d'enrichir, d'écouter les gens, on a besoin d'écouter beaucoup les gens, comment les gens parlent, on doit écouter, le conteur c'est quelqu'un qui écoute la diversité des langues et tout ça. Et dans tous les arts du corps, on me parle du tai chi dans lequel on suit aussi son œil. Bon, dans la corporéité du conteur, c'est un sujet dont on pourrait parler. C'est énorme en fait, et c'est l'essentiel. C'est que il ne faut pas confondre l'oralité avec l'absence de travail. Il ne faut pas confondre l'oralité avec une aisance de parole naturelle que vous auriez et pour lequel vous n'auriez même pas besoin de travailler. Le conteur n'est pas un bavard. Il a une rapidité, une précision, un discernement sur ce qui doit être dit et pas dit qui sont essentiels. Ce n'est pas quelqu'un qui va ennuyer ou prendre la place avec du bavardage, c'est quelqu'un pour lequel chaque mot est compté, chaque mot est précis, et même dans son oralité. La trop belle langue, par exemple, quand c'est tellement précieux que c'est une très très belle langue et que ça vient, si ça sort de manière naturelle, ce qui est extrêmement rare, quelquefois, on est obligé de la simplifier. Et parce que en face, vous avez des auditeurs, vous n'avez pas des lecteurs. Et l'oreille est plus simple. Elle a besoin que les choses soient redites 3 fois. C'est pour ça que on parle avec les contes marchent avec 3 fois. Et donc, si vous voulez, il faut faire attention à ne pas entrer. Bon, là, on entre un peu dans un autre sujet, mais c'est relié. Quand on se met à se laisser parler, si vous voulez, on peut avoir le désir de développer, de personnaliser des passages. Et quand on se met à développer une description, on fait du Marguerite Yourcenar, si vous voulez, qui met une page pour décrire la fleur de prunier. C'est bien à l'écrit, c'est magnifique, on adore Marguerite Yourcenar, mais à l'oral, ça ne marche pas. Si vous mettez plus que 3 mots pour une description, vous ennuyez le public, vous l'emportez dans des mots. Or, si vous voulez, le conte, par essence, ça n'est pas quelque chose qui concerne les mots. Le conteur n'est pas quelqu'un qui aime les mots. C'est quelqu'un qui travaille avec la symbolique. Si vous nous faites un blabla de description qui dure une plombe, et on se retrouve, si vous voulez, dans un imaginaire. Et plus l'imaginaire est développé personnellement, moins la symbolique du conte qui appartient à son essentiel passe. Vous avez ajouté tellement de choses que du coup, ça passe pas. La symbolique est noyée. On entend beaucoup ça dans les conteurs actuels. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La personnalisation comme une valeur essentielle de l'individualisme féroce de notre époque et le sens de la nouveauté font que on se retrouve avec des conteurs qui personnalisent.
Des fois, c'est aussi, je personnalise pour éviter de copier Zarkat dans son singe et son crocodile. Donc, je vais personnaliser. Mais votre personnalisation, elle doit quand même émaner, je dirais, de vos tripes à l'intérieur de vous-même et pas de votre imaginaire mental. Donc, en fait, plus vous êtes fidèle à l'histoire et au fond à sa profondeur, et que vous servez le récit avec profondeur dans votre travail, plus la symbolique va vibrer quand vous allez raconter l'histoire en étant en appui oralement sur cette symbolique. Les images, d'accord, mais ça manipule des symboles, on parle d'autre chose. Bien sûr, on amène des petits personnages, mais on parle d'autre chose. Et cette autre chose doit vibrer en arrière, au-delà de vous, comme un arrière-fond immense qui vous dépasse, qui dépasse les gens qui sont là. Et à partir du moment où vous êtes dans cette verticale, dans cet endroit discret, plus le conte vient avec force et vigueur, passe devant vous, mais sa symbolique, sa résonance, la profondeur de tout ce que vous avez travaillé en amont, ça vient devant. Mais pas du blabla, pas de l'imaginaire, pas des développements, machin, des appoggiatures ici et là, non, pas ça. Quelque chose de puissant, de fort, qui émane de vous-même, du travail que vous avez fait, du niveau de profondeur humaine que vous avez pu atteindre en touchant au symbole dont le conte parle. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est l'oralité vraie. Et quand on est à cet endroit-là, il y a un axe qui s'installe. Et cet axe, ce centrage puissant, vous donne le rythme. Parce que en vous, à l'intérieur de vous-même, de manière naturelle, il y a un rythme. Vous êtes une personne lente, ou bien vous êtes une personne rapide, ou bien vous êtes une personne entre les deux. Vous le savez quand vous repassez, quand vous marchez, quand vous balayez, quand vous faites des gestes répétitifs de travail. Et dans les randonnées en particulier, est-ce que vous arrivez les premiers toujours à attendre les autres, ou est-ce que vous arrivez la dernière ou le dernier et que quand enfin vous arrivez, les autres disent « bon, la pause est finie ». Hein? Donc, dans ces grandes randonnées-là, si vous voulez, vous devinez votre rythme naturel, vous atteignez ces endroits où on est bien à l'intérieur de soi, on est solide à l'intérieur de soi, et en même temps, on est dans son propre rythme. On va pas aller plus vite parce que les autres vont plus vite. On va pas aller moins vite. On est comme on est et on est ouvert au monde. Je vous parle d'un endroit, des fois, je fais faire cet exercice aux gens, trouver cet endroit qui est un endroit où il y a l'axe. Et à partir du moment où il y a cet axe, il y a une respiration qui s'installe, une ouverture vers ce qu'on voit autour de soi, une présence au monde. Et quand on met le compte là-dedans, sans être fixé, on est sûr qu'on est sur la parole conteuse. Donc, c'est un travail très difficile d'atteindre cet endroit de pulsation naturelle. Il y a un texte que j'ai écrit dans les derniers temps sur la pulsation, c'est un des derniers, ouais, le 100, le numéro 100, et il est essentiel pour moi. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte à la fin que j'en avais pas parlé alors que c'est le fondement de tous les autres textes. Et donc, ce texte-là est essentiel. Et en fait, si vous voulez, c'est un endroit sécurisé, en quelque sorte. Quand vous êtes sur cet endroit calme, mais actif, et qui vibre avec vous-même,
dans votre rythme naturel, vous êtes dans un endroit sécurisé. Vous avancez, ça marche, vous êtes bien, c'est solide. Tout ce qui appartient au mental, au jugement, etc. sont exclus, n'ont plus leur place là. Ça fait une bulle de lumière. Vous n'êtes plus avec tout ce qui peut perturber, déranger, et vous êtes à cet endroit-là, dans ce qu'on appelle la présence, sur scène. Et quand vous êtes à cet endroit-là, et que vous avez ce rythme qui vient, eh bien, si vous voulez, vous êtes dans la capacité de raconter le conte avec votre vive intelligence. Parce que moi, j'ai déjà entendu des contes qui essayent de dire le conte, bon, et ils le disent comme ils peuvent. Mais ça ressemble pas à ce qu'ils ont dans la tête. Et quand on finit par les amener à cet endroit-là, tout d'un coup, la personne est totalement là. Et quand elle est totalement là, elle est déployée dans sa vive intelligence. Et à ce moment-là, elle dit le conte comme elle l'a compris au plus profond d'elle-même, comme elle voulait toujours le dire, comme ça, elle arrive en fait à s'exprimer. Et à partir de cet endroit-là, ça lui plaît ce qu'elle fait. Du coup, la personne se trouve avec, vous savez, quand ça coule tout seul, ça vient tout seul, il y a une espèce de magie, on se sent comme dans une transe, etc. C'est juste la parole conteuse. C'est juste que vous êtes aligné physiquement et énergétiquement et sur votre axe dans le calme et l'ouverture, et ça coule, ça continue, et le conte est là et vous le servez bien comme vous vouliez depuis toujours. Et moi, j'ai déjà fait faire des exercices là-dessus, et la même personne, avant, après, quand elle a trouvé son axe, elle redit le conte avec une profondeur, une compréhension des personnages, une compréhension des situations qui n'avait rien à voir avec sa première expression. Et là, tout d'un coup, c'est comme si elle tombe on tombe dans un rythme, on tombe dans un endroit juste. Et là, tout ce qui vient, comment on dit les choses, c'est fluide, c'est naturel, c'est là, ça marche. Pour ça, il faut bosser. Et il faut bosser sur cette dimension, donc parce que cet endroit donne la rime, il donne le rythme, il donne la qualité, il donne la présence et il donne l'ouverture. Il donne l'ouverture aux autres. Si jamais il y a un pépin dans la salle, une échelle qui tombe, vous allez pouvoir l'intégrer avec brio, mais délicatement, discrètement, pas en faisant des tonnes, dans le cours de votre récit, et ça va être éblouissant. Et vous allez pouvoir faire des blagues qui vont être des vraies blagues, pas la blague que quand vous écoutez tel conteur, sa blague même est dite par cœur, il redit toujours les mêmes blagues, c'est la même blague au même endroit. Et je connais même des conteurs qui font semblant de chercher leur blague, qui font semblant de chercher leur mot. À tel endroit, il cherche son mot. Et ça met en valeur ce qu'il dit. C'est un truc. Mais le coup, c'est que la fois suivante que vous écoutez la personne dans le même répertoire, à le même endroit, il fait semblant de chercher son mot. Ben là, on est déçu, quoi. C'est pas... ça triche, là. Alors, bien sûr, on peut tricher. Voilà. Et puis, à force de dire l'histoire, elle se fixe un peu. Mais... moi, j'ai l'habitude, quand une histoire se fixe trop, de la défaire. Une fois, je la prends dans l'autre sens. Des fois, je raconte l'histoire de Salomon et la reine de Saba depuis 1985. Et ben, des fois, je raconte l'histoire de la reine de Saba et Salomon. Ça m'est arrivé de commencer à l'envers. Pour détricoter tout ce qui est fixé. Changer de point de vue. Et ça renouvelle d'abord
des points de vue nouveaux qui arrivent, qui émergent, c'est magnifique. Et ensuite, ça permet de détricoter tout ce qui est un peu fixé. Parce que vous savez, dans l'énergie, quand quelque chose est fixé, ça s'use, et quand ça s'use, ça se sent. Et quand quelque chose naît comme ça, dans l'instant, le public y est extrêmement sensible. Parce qu'il y a une qualité de la chose qui naît là devant, là en impro, là tout de suite. Et ça, si vous voulez, c'est fort. Mais cette qualité-là, elle ne peut être en appui que sur un travail profond à plusieurs niveaux. Donc, le récit, sa symbolique, sa culture, son contexte, ce qu'il porte, ce que moi j'ai envie de dire avec, ce que je voudrais transmettre et les endroits où je ne vais pas transmettre quelque chose, tout ce travail qui doit être fait de nettoyage du conte. Et ensuite, il y a comment moi je le prends, qu'est-ce que je dis moi à travers ça. Et des fois, on ne sait pas ce qu'on dit, soit à travers ça, à travers le conte. Mais c'est notre cœur qui exprime quelque chose parce qu'on est touché par le conte et il y a quelque chose qui émane et on le fait passer de manière juste et belle. Et voilà. Et quelquefois, c'est pourquoi je dis, c'est d'une manière de se rencontrer. Parce que des fois, on se connaît par la tête, mais les choses qui nous font vibrer le cœur et pour lequel tout d'un coup on va s'engager, quelque chose de fort, quelque chose de bouleversant qui nous touche, mais pas non plus l'émotion où on pleure sur scène, attention. Hein. Et donc, toutes ces choses-là, si vous voulez, on se découvre, on découvre les choses qui nous font vibrer. Vous voyez? Et ça, ce sont des essentiels. Alors, bon, il y a une chose qui est très pratique pour trouver l'endroit dont je vous parle là, qui fonde bien les choses, c'est d'aller dans la nature. Mais réellement. Donc, ça veut dire, bon, il y a des gens qui vont dans la nature pour dire leur conte à voix haute en marchant, donc ils travaillent leur rythme. Mais moi, je préconise une étape précédente qui consisterait d'aller dans la nature pour écouter ce qu'elle a à vous dire. Et d'entrer dans la nature comme si on allait rencontrer quelqu'un. Même d'ailleurs plusieurs personnes. D'ailleurs, on ne sait pas qui on va rencontrer. On peut rencontrer un arbre, on peut rencontrer une fourmi, on peut rencontrer un renard, on peut rencontrer un paysage de loin, vu de loin, une grande beauté, on peut rencontrer un rocher, on peut rencontrer de l'eau qui chante. Et s'approcher de ces zones, de ces endroits, comme si c'était des gens, comme si la nature était vivante. Et à partir du moment où vous écoutez le chant de la nature, le chant diversifié des uns et des autres, la différence d'individualité entre tel arbre et tel autre, celui d'à côté va tellement mieux que celui-ci. Pourquoi? Vous commencez d'entrer dans du sensible. Et la nature va vous parler. Et quelquefois, elle a la sagesse de vous parler de vous. Et quand vous êtes dans ce silence en relation avec la nature, eh bien, si vous voulez, ça s'ouvre, quelque chose s'ouvre et il faut peu de choses pour entrer dans le merveilleux. Et les conteurs ont cette habilité de reconnaître d'une certaine manière les endroits qui sont habités par les fées. Et de garder silence à ces endroits-là va nourrir votre récit comme rien ne peut le nourrir mieux. Ou bien,
il y a des arbres qui sont d'une magnificence tellement royale que ça vous donne une conscience de la royauté. Ou bien des fois, ce sont des rochers isolés au milieu d'un tout un domaine forestier. On ne sait pas pourquoi ce rocher est là. Et ça vous donne un sentiment de la solitude, du mystère, de la tenue. Toutes ces qualités que la forêt, la nature, une falaise, monter sur une falaise, regarder de loin, vous allez avoir la dimension de l'infini. Laissez vos yeux s'élever vers le ciel quand vous voyez une vision immense, où vous voyez plusieurs départements, vous allez attraper la lumière divine. Donc, si vous voulez, nourrissant votre être de tout ça, ce sont tous vos personnages, toutes vos situations que vous nourrissez. Et les ombres vous font la même chose. Il y a dans la nature des endroits tordus. Il y en a. Et puis, vous pouvez aussi écouter le monde, écouter les gens et vous nourrir de tout ça. Donc, toute cette réceptivité nourrit une sensibilité. Et le conte est déployé à l'intérieur d'un silence. Quand je travaille, j'arrive à un endroit où il n'y a plus de mots. Je n'ai plus de mots. Quand dans mon film, il y a la profondeur, il y a ça vibre de plein de choses, mais que je n'ai plus un seul mot. Je sais que mon conte est prêt. Et qu'il va sortir, il va être dit, et le dire va être une expression de de cette boule. Sans mots. J'avais partagé aussi avec Micheline Denoc, et pareil, il arrive assis à un endroit sans mots, dans le travail intérieur. Donc c'est un travail très classique. Et je considère on n'a pas travaillé. Si on n'est pas arrivé à cet endroit-là, on n'a pas assez travaillé. Il y a un endroit où tout d'un coup, ça se vide de blabla, ça se vide de mots, et le conte vous amène au silence. Et lui, il est regorgé de son essence. Et c'est à cet endroit-là qu'il va vous exprimer au mieux, parce que vous êtes vous. Vous êtes vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes là. Et le conte, obligatoirement, va tenir compte de qui vous êtes. Vous n'allez jamais dire le conte de manière impersonnelle. Jamais. Parce que vous êtes vous. Et votre manière de dire le conte ne sera pas du tout la même que la personne d'à côté. Pas du tout la même. Et du coup, vous pouvez vous laisser être vous, être vous-même. Et finalement, découvrir comment vous vous exprimez, qu'est-ce qui sort, quelles sont les choses qui sont importantes et fortes. Parce que dans la manière, ça va vous sembler naturel, mais les gens vont vous dire « Ah, j'ai tellement adoré tel endroit, tel passage, tu mets telle chose en valeur, on est touché par tel endroit, etc. » Et pour vous, ça va être naturel, vous n'y avez pas pensé. Mais c'est vous. Mais ça va sortir tellement mieux parce que c'est vous. Je me rappelle une fois, c'était en stage à l'âge d'or, je donne souvent cet exemple, il y avait une femme qui racontait une histoire et bon, elle se débrouillait comme elle pouvait et tout d'un coup, à un endroit, son personnage marchait dans la neige et elle était debout, et elle avait dans son corps, je ne sais quoi, c'est pas qu'elle levait le pied, hein, non, mais elle avait quelque chose qui fait que tout d'un coup, on a vu le gars marcher dans la neige.
On a senti la neige, on a senti le froid, on a tout senti. Et c'était inoubliable. La preuve, 10 ans après, je suis encore à vous en parler. C'était inoubliable. Et du coup, je lui ai fait un retour en lui disant, oui, bon, tel endroit, bon, ça demande encore à travailler là. Mais là, tu as chopé quelque chose de fort. C'était exceptionnel à cet endroit-là. Prends photo parce que c'est une référence à cet endroit-là. C'est tellement juste. Il faut que tout ton compte soit aussi fort que cet endroit-là. Et comment ça se fait qu'à cet endroit-là, c'était fort? Je lui ai demandé. Et elle m'a dit, j'ai été élevée en Savoie et je marchais dans la neige pendant toute mon enfance. Donc, si vous voulez, elle n'avait pas fait exprès. C'était au-delà d'elle ce qu'elle exprimait. Mais c'était une extraordinaire et excellente conscience de la neige, qui était elle-même, de par son histoire, de par sa vie. Donc, on peut laisser tomber les blablas qu'on veut dire, les messages qu'on veut laisser passer, parce qu'en fait, ça, c'est souvent mental et ça sert à rien, et ça passe pas ou ça fait, ouais, attention message. Mais pour laisser sortir finalement qui vous êtes et comment vous faites une alchimie avec le conte qui est unique. Mais ça, il faut bien comprendre que comme vous n'en avez pas conscience, c'est uniquement dans l'oralité que ça sort. Quand ça se dit, parce que vous êtes dans le récit, vous êtes à fond dans vos images, et du coup, il y a connexion entre ce que vous connaissez et le conte. Ça se fait tout seul. Ça ne peut pas se maîtriser, ça. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, ce sont vous voyez, on peut parler pendant des siècles hein, de l'oralité, mais l'oralité permet des choses comme ça. Sauf si on n'est pas sur cet endroit d'axe solide dont je parle depuis le début, qui vous met en sécurité au bon endroit. Parce que sinon, l'oralité devient un cassage de gueule très néfaste pour la profession. J'y tiens. Voilà. Alors, là, je trouve que je peux ouvrir un espace de questions. Donc, vous voyez là, ça fait plus d'une demi-heure, je vous ai parlé à partir de l'endroit dont je vous parle. Je vous ai parlé à partir de cet axe qui se laisse inspirer et qui, sans perdre son fil, éclaire des endroits, etc., avec quelque chose qui vient de profond. Et vous avez senti que ma parole était dans un rythme naturel. Donc, l'oralité, c'est pas seulement quand on dit le conte. C'est quelque chose qui est là. Donc, voilà. C'est pourquoi c'est un art exigeant. Mais qui est très difficile à faire comprendre aux autres. Très difficile. Il n'y a pas beaucoup d'officiels, on va dire, qui comprennent réellement ce que c'est que le conte et notre manière de travailler. Il y a une news où je raconte un truc d'une copine qui était allongée sur son lit, qui visualisait ses images, etc. Et il y a son gamin qui rentre dans la maison qui lui dit « Maman, tu dors ?» Et elle dit « Non, je travaille. » Comment vous faites comprendre ça aux gens? Moi, je connais des conteurs qui sont assis en boule sur leur fauteuil et qui ne bougent plus pendant des heures, fixant leur regard au loin. Ils voient, ils font leur bulle, il y a un truc qui se passe. Mais c'est des gens qui sont en travail.
Mais c'est sûr qu'on n'est pas en répétition comme les gens de théâtre, on n'est pas en répétition comme les gens de danse, on n'est pas en train de redire les choses à voix haute, sans arrêt, usant les mots, les vidant de leur substance, usant à chaque passage. Non, 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 on ne fait pas ça. Mais alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on est prêt? Hein? C'est parce que c'est très important de savoir si on est prêt. Quand est-ce qu'on est prêt? Alors, j'ai travaillé 2 mois, j'ai visualisé, j'ai fait ma visualisation. Est-ce que je suis prête? Ben non, parce que tu as fait ta visualisation. Ça se fait pas une visualisation. Ça se reçoit, ça s'invite. Le conteur, il travaille dans l'accueil, dans le silence, en réceptivité. Il est au cinéma. Il est au cinéma. Et il fabrique pas son film. Il est au cinéma. C'est pour ça qu'il y a des magies dans les images des conteurs. On ne sait pas pourquoi l'arbre est à gauche et puis la charrette à droite dans l'image. Et l'image, elle vient comme ça, avec l'arbre à gauche et la charrette à droite. Et si tout d'un coup, quelqu'un dit à la personne, ce serait plus pratique que tu aies la charrette à gauche et l'arbre à droite. Et si la personne change, elle perd complètement tout. Il y a quelque chose qui va plus, c'est plus chez elle, c'est plus son espace, ça l'exprime plus. Parce que l'arbre à droite exprimait mieux que l'arbre à gauche et on ne sait pas pourquoi. Et le on ne sait pas pourquoi est précieux. C'est pourquoi les images qui vous montent, elles montent, on dit. Les images montent. Elles ne se fabriquent pas avec le mental et l'imaginaire, elles montent dans le silence. Et une image qui monte, des fois, elle peut vous émerveiller. Et puis, elle organise les choses dans l'espace et en fait, c'est la meilleure manière. Hein. Alors, quelquefois, il y a des gens, ils doivent quand même apprivoiser, je dirais même plus qu'apprivoiser, ils ont un imaginaire sauvage et qui veut prendre le dessus. Donc, qui se met à inventer n'importe quoi dans le conte. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc là, il y a du boulot pour reprendre c'est pas le contrôle, c'est la direction générale. C'est vous le guide, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui faites vos choix. Vous faites vos choix. Fondamentalement, c'est vous qui choisissez. Et alors, moi, j'ai un guide dans ce choix que j'appelle le goût artistique. Si vous voulez, à un endroit, je vais faire rire. Parce que je veux détendre les gens, parce qu'après, il y a un passage très émouvant, donc je voudrais bien faire rire. Donc, je vais faire une petite pointe d'humour juste avant, etc. Et ça se place bien, voilà. Mais si je le trafique trop, ça ne va pas marcher, vous avez compris. Hein. Mais si tout d'un coup, je vois, par exemple, que j'ai, par exemple, en improvisation, j'ai fait une petite plaisanterie complètement improvisée, ça a bien marché, les gens rigolent, etc. Et que tout d'un coup, je veux continuer et abuser de la situation, ce qu'on appelle la démagogie. Alors, je peux le faire, moi. Je sais que je peux faire rire pendant 2 heures. Mais le conte n'est pas gagnant. J'y perds la qualité du conte, la profondeur symbolique, tout ce qu'il y a à dire. Donc, c'est au détriment de beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut amuser le public. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de le faire une seconde fois? Parce que pour l'ego, c'est bien. Hein. Ouais, c'est bien, on a fait bien, les gens rigolent, donc la fois suivante, on refait bien, les gens rigolent, troisième fois, les gens rigolent, etc. Ouais, l'ego est content, gonfle, on commence de choisir, continuer de faire parce que... Mais bon, non. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de faire ça?
Eh bien, je dirais que pour moi, et c'est pour chacun différent, c'est le goût artistique. Enfin, le goût artistique, c'est pour tout le monde, je crois. C'est avoir de bon goût, hein. C'est pas de bon goût. Alors, le bon goût, le goût artistique, pour moi, il naît quand je suis à l'écoute d'un certain équilibre. L'équilibre entre ce que moi je m'amuse, là où je m'amuse, et là où le conte a besoin d'être servi. Mais si je sers trop, de manière trop rigide, trop tout le temps, genre le conte est discret, le conteur est transparent, il dit le conte tel qu'il l'a entendu, et il amène aucun grain de sel, et il fait tout très bien, et tout. Je suis chiante. Hein? Donc, si vous voulez, l'endroit, j'avais un ami de théâtre qui m'avait donné un enseignement extraordinaire, exceptionnel. C'était un homme du Théâtre du Soleil avec qui j'avais travaillé sur l'art du conteur parce que c'était quelque chose qui l'intéressait. Et lui, il m'avait fait faire des trucs et tout. Et il m'avait dit, quand même, Catherine, il faut donner une cacahuète au singe. Bon, d'accord. Alors, notre petit singe, on peut lui donner une cacahuète. Mais pas le paquet, hein? Pas toutes les cacahuètes, pas se bourrer de cacahuètes pendant le spectacle, hein? Une cacahuète, ok, parce que parce qu'on raconte avec tout qui on est. Et cette autorisation, cette capacité d'intégrer nos éléments de qui nous sommes, joue en faveur du conte dans l'oralité. Si vous avez peur de vos ombres, si vous avez peur de vos endroits pervers ou maléfiques ou méchants, la méchanceté à l'intérieur de vous, vous n'allez pas bien servir les méchants de votre conte. Ils vont être fleurs bleues, gnangnan ou pâles, inexistants, censurés. On ne censure pas les méchants. On leur donne nos tripes, notre méchanceté. Donc, quelquefois, dans le travail de la symbolique et aussi avec la force de l'oralité, hein, on va visiter des endroits de nous qui ne sont pas confortables. Et ça, je recommande de le faire en amont. Et je recommande vivement de le faire parce que c'est l'honneur du travail du conteur. Quelqu'un qui est allé visiter ses ombres, qui connaît l'endroit dont il parle, quand il parle du méchant, il a une dignité que n'a pas la personne qui dit un texte par cœur et qui fait des faciès pour amener l'ombre, mais qui n'amène pas la vibration, qui n'amène pas le sombre à l'intérieur de lui-même. Donc, si vous voulez, aller visiter les endroits difficiles demande une sincérité, une honnêteté, un goût, un intérêt pour la nature humaine. Une recherche intime. Et si vous êtes très limité à cet endroit-là, vos contes vont l'être aussi. Mais si vous allez profond à cet endroit-là, vos contes vont être habités par la profondeur humaine que vous avez pu atteindre. Et quelquefois, grâce à Dieu, c'est le conte qui mène votre vie là pour aller chercher des choses très profondes que vous n'auriez pas vous-même été chercher. Il vous prend la main et il vous dit, viens donc regarder un peu par là, c'est intéressant. Non, c'est pas confortable, mais c'est intéressant. Viens par là, c'est intéressant. Viens étudier la chose, tu vas te débarrasser des choses qui te sont personnelles, qui n'ont rien à faire après sur scène, mais au moins tu vas regarder comment fonctionne cet endroit en profondeur et ça va t'apporter beaucoup au plan humain.
Voilà. Et du coup, si vous voulez, on peut se laisser comme ça entraîner dans le travail en amont par la recherche. Et une fois qu'on a équilibré les choses, qu'on a fait le point, que notre balance est équilibrée, on a travaillé le sombre, on a travaillé la lumière, on a travaillé tout ce qu'il y avait d'humain dans le paysage, et puis en même temps, on ne comprend rien à l'histoire. Ça, c'est l'endroit le plus merveilleux. C'est on ne comprend rien à l'histoire. Quand vous arrivez, si jamais vous avez le cœur pour arriver à l'endroit qui ne comprend rien à l'histoire réellement, vous êtes en train de travailler un conte merveilleux et finalement, il y a une partie de vous qui dit, mais finalement, je ne sais même pas de quoi je parle. Là, vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon endroit. Et on vous demande de rester là pour le dire sur scène. Et c'est un endroit particulièrement vulnérable et particulièrement comme si vous étiez à nu. C'est l'endroit de l'art du dénuement. Je dis quelque chose et je ne sais pas ce que je dis. Mais je sais que ça me dépasse, que ça appartient à l'humain, que c'est très profond, que chacun va le recevoir à sa manière, qu'il va y avoir 1000 interprétations de cet endroit-là et que ces 1000 interprétations vont être toutes justes. Chacune sera juste. Il n'y a pas de vérité à cet endroit-là. La manière dont j'avais compris le conte au début était une des manières de le comprendre. Il y en a 1000 autres. Et à cet endroit-là que j'ai atteint à force de le travailler, où soudain, je ne sais plus de quoi je parle, je suis au centre de mon cercle. Je suis au centre de mon univers et je suis au centre du conte. Et le conte peut sortir délivré des significations. Et quand il vibre à cet endroit-là, chacun, c'est comme si vous ameniez un diamant ou, pour une image plus triviale, les boules de disco qui amènent des milliards de lumières de couleurs différentes dans la salle. Et chacun prend un blanc, un rouge, un vert, un jaune. Mais vous amenez la boule de disco. Et ça demande du travail. Ça demande beaucoup de travail pour faire qu'on arrive à cet endroit-là. Pour finir, on est en plein dans le merveilleux, là, vous vous en rendez compte. Hein, et pour finir, quand on arrive à cet endroit-là, on a le sentiment que ce qu'on dit est à la fois au-delà de ce qu'on dit et qu'en même temps, on touche à un plan au-delà des petits personnages du conte, du récit, et on touche un endroit vrai. Quelque chose de si profondément vrai qu'on n'a pas de mots pour le dire. Et c'est à ce moment-là que les enfants vous demandent, c'est vrai cette histoire? Et si vous répondez, non, c'est un conte, vous faites mal, vous vous déchirez, vous mentez à vous-même, vous vous annulez, vous vous niez, vous détruisez l'endroit que vous venez de créer. Quand on est à cet endroit-là, vraiment, il y a un tel sentiment de vérité que vous ne pouvez pas dire non, c'est juste un conte. C'est pourquoi arriver à cet endroit-là si profond qu'on ne peut pas dire c'est faux, qu'on ne peut pas dire c'est une histoire inventée par les hommes, il faut faire une entourloupette pour dire c'est pas vrai comme un autobus, mais c'est vrai comme le cœur humain, un truc comme ça, pour pouvoir honorer cet endroit. Et c'est pourquoi les conteurs qui débutent en disant je suis là pour dire des mensonges, je ne suis pas payé pour dire la vérité, plus tu compteras, plus tu mentiras, cette personne-là se coupe d'emblée et définitivement d'atteindre cet endroit-là. Et le conte ne va pas amener la personne dans la profondeur dont je parle, puisqu'elle dit d'emblée
quelque chose qui reste au niveau social, avec un esprit de divertissement. Et du coup, on n'atteint pas ces profondeurs où finalement on rejoint quelque chose où on retrouve tous les autres arts, toutes les pratiques de travail artistique, le théâtre, la danse, la sculpture. Ça se trouve dans ces endroits intimes, intérieurs, où on travaille la matière dans un certain silence, quoi. C'est notre atelier. Et à cet endroit-là, on s'oublie et notre présence est déployée au maximum. Les gens nous reçoivent, non pas dans notre ego, mais dans ce que nous sommes vraiment. Et comme nous sommes discrets, c'est notre lumière qui vibre. Et ça, on ne le cherche pas. C'est cadeau. Et c'est pour ça qu'on aime raconter aussi, parce qu'on se déploie dans un endroit où on est meilleur et plus beau que d'habitude, et plus intelligent, et plus lumineux, et plus centré, et plus gracieux, et plus profond, et plus intelligent, plus tout, plus tout, plus tout. Et on est tellement plus tout que d'habitude que on se dit, mais cette conteuse, ce conteur que j'ai créé, est-ce que c'est le vrai? Alors, j'ai fait des travaux très profonds sur moi-même et les endroits où je suis allée très profond, au plus profond du profond, tout d'un coup, quand j'étais au plus profond de ce que j'ai pu aller, moi, personnellement, je suis tombée sur ma conteuse. Donc, je suis revenue avec la bonne nouvelle, oui, à cet endroit-là, c'est votre vrai, c'est votre vérité. Et en fait, on cache notre lumière, comme dit Nelson Mandela, dans la vie de tous les jours. Mais sur scène, pendant 1h30, on la déploie parce que les gens sont loin, parce qu'ils ne peuvent pas nous interrompre, parce qu'ils ne peuvent pas nous attraper, parce qu'on est protégé par la scène, parce qu'on parle tout seul et les autres ne viennent pas mettre leur grain de sel. C'est cool, cool, cool comme situation. Et pendant ce temps-là, on donne notre meilleur. Parce que ce qui nous fait monter sur scène n'appartient pas à notre mental. Mais c'est un élan. Quelquefois, on ne le sait pas, ce qui nous fait. On croit qu'on veut faire plaisir aux autres, mais c'est beaucoup plus profond. Et ça demande d'être exploré. Et en fait, ce n'est pas le mendiant. Le mendiant, c'est bon, bonjour, je vais vous raconter un petit conte, ça va être court, ne vous inquiétez pas. Et ça, sous le mendiant, en subliminal, on dit, est-ce que vous m'aimez? S'il vous plaît, dites-moi que vous m'aimez. Ça, c'est le mendiant. On a tous un mendiant. Mais le mendiant peut nous faire monter sur scène, mais s'il prend la place et qu'il reste là tout le temps, c'est pas bon. Et donc, il faut virer votre mendiant en lui donnant un travail. Vous avez une histoire de mendiant, vous lui dites, j'ai du job pour toi, tiens, il y a telle histoire, tu peux jouer le rôle principal, et voilà. Mais pour le reste, vous montez sur scène avec autre chose. Et cette intention profonde qui vous fait aller vers les autres pour dire une histoire que vous avez travaillée et qui vous touche, vous devez chercher comment vous la dites, comment vous la sentez, même si vous ne la dites pas, comment vous la touchez du doigt, comment vous vous approchez de cet endroit-là, qui est profond, qui appartient au cœur, et dans lequel toutes les choses où c'est pour faire plaisir aux autres et tout ça sont des couches de surface mentale. Et à l'intérieur, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus vrai, beaucoup plus directement relié à votre âme et à votre nécessité de vie.
est beaucoup plus beau. Et c'est pourquoi moi, je considère que vous êtes seul à savoir si vous devez monter sur scène. Vous devez laisser personne vous dire « tu n'as rien à faire dans cette pratique ». Personne. Parce que ça, cette intention de « je monte sur scène », il n'y a que vous qui savez pourquoi. Et ce n'est pas le bien faire ou le bien dire ou le mal faire ou le mal dire ou le « j'ai bien réussi mon compte pour faire plaisir aux gens ». Ce n'est pas ce juge qui est le directeur de votre maison, le maître de votre intériorité. C'est pas ça. Et du coup, à partir de cette profondeur, qui est une profondeur du cœur, il n'y a pas à se tromper, mais d'un cœur profond, pas le cœur des émotions, le cœur qui est en contact avec le sens de votre vie. C'est à cet endroit-là que vous pouvez toucher ce que vous êtes en train de faire quand vous essayez de conter quelque chose aux gens, pour vous-même, pour les autres et pour le sens de votre vie. Et à cet endroit-là, vous êtes dans quelque chose de tellement doux et tellement fort et tellement essentiel que vous êtes vous-même. Vous êtes là. Et vous pouvez être fier d'être là, comme ça. Quelle que soit la manière dont le conte sort. Parce que ça se travaille. Il ne faut pas demander aux gens d'être bons dans la première minute. Hein. Nous aussi, on travaille. On n'est pas chez Erazade. On n'a pas le couteau de Shahryar sur la veine jugulaire. On ne va pas mourir si on fait mauvais. On est mauvais. Ok, on est mauvais. On refait. Il y a une humilité à recommencer, à apprendre, travailler. Normal, c'est normal. Le conteur qui monte et va sur scène et ne travaille pas et après se flagelle parce qu'il est mauvais, ben, il n'a qu'à travailler. Il sera moins mauvais. Hein? Mais se flageller ne sert à rien. Et flageller les autres, c'est encore pire. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites à l'endroit où cette personne soudain prend la parole en public pour les autres avec un conte. Ça, vous ne connaissez pas ce mystère de la personne. Et vous n'avez rien à dire sur ce sujet. Par contre, il y a du boulot sur la manière de pratiquer la chose pour amener la qualité. Hein? Mais il faut se détendre avec la qualité. La qualité vient en marchant, quoi. Il faut ça travaille et ça vient. Hein? Voilà. Alors, il est 11h51. Je m'étais interrompue à 11h30 en disant que j'avais fini de vous parler. Mais là, je trouve qu'on est bien arrivé à un bon endroit, là. Donc, ça s'arrête à 12h30. Donc, si vous avez votre grain de sel à vouloir dire quelque chose, 11h52, c'est bien, je trouve. C'est très bien. Vous pouvez poser des questions, soit directement, soit par le chat. Alors, personnellement, je préfère, si possible, Directement. que ce soit directement. Comme ça, avec un peu de chance, je vois la personne. Donc, vous ouvrez votre micro avant de parler. Ils ont été fermés par Oui, je les avais fermés. Il y a Daniel, il y a Anne-Marie qui lève la main. Oui. Je pense que si tu veux parler. Oui, oui. Merci beaucoup, Madame Zarkat ou Catherine, comme vous voulez. Effectivement, moi, j'ai voyagé dans un monde merveilleux grâce à vous, grâce à votre conférence qui m'a profondément parlé. Ma question, c'était, moi, je travaille un peu des contes merveilleux, mais pas tant que ça, et je suis plus, en ce moment, en tout cas, sur des contes facétieux, des contes un peu plus légers. Et je voulais savoir si ce que vous nous avez dit, enfin, en termes de profondeur, est-ce qu'on rencontre la même chose dans des contes facétieux ou des contes, je dirais, plus légers? Merci beaucoup. Alors, c'est une question intéressante. Bien sûr,
peut-être on n'atteint pas le même niveau de profondeur, on n'en a pas réellement besoin pour des contes réellement facétieux. Mais attention, des fois, il y a des contes facétieux qui contiennent une sacrée sagesse. Et du coup, ils ont l'air drôles, mais en fait, ils sont très profonds. Donc, ne pas se tromper. Alors, si c'est vraiment léger et volontairement léger et qu'il n'y a rien dedans et vous en êtes sûr, bon, vous n'avez pas besoin d'un grand niveau de profondeur. Mais attention, il peut arriver que des contes qui ne soient pas apparemment profonds puissent contenir une profondeur. Et puis, si ce n'est pas pour vous, ça peut le faire pour quelqu'un d'autre. Il suffit qu'il y ait des symboliques en jeu. Même dans un conte facétieux, il y a des symboliques en jeu. Donc, si vous voulez, par exemple, donnez-moi un exemple de conte facétieux qui vous semble léger, tellement léger qu'il y aurait pas besoin de profondeur pour le dire. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de profondeur, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin, en tout cas, c'est sûr que je n'ai pas atteint ce que vous avez expliqué là, mais actuellement, je travaille un peu je dis des contes de Boccace, donc des contes de séduction, des contes issus du Décaméron. Et il y en a un, pour vous résumer très rapidement, c'est une jeune veuve qui attendait son amant. Et puis, il se trouve que sous sa fenêtre débarque un marchand qui vient de se faire détrousser. Elle le fait rentrer chez elle et la nuit, elle va passer la nuit avec elle plutôt qu'avec son amant qui lui a fait faux bond. Voilà. Donc ça, ce sont des contes coquins, en fait. Voilà, c'est ça, oui. Je ne suis pas une spécialiste du conte coquin, c'est un répertoire qui ne m'intéresse pas, donc je ne sais pas exactement en parler. Maintenant, ce que vous avez quand même la symbolique de l'éternel féminin et qu'est-ce que vous en faites? Que vous allez faire passer. Vous allez avoir la symbolique de l'éternel masculin et qu'est-ce que vous en faites? Vous allez avoir la symbolique de l'amour et qu'est-ce que vous en faites? Vous allez avoir la symbolique de la trahison et de la tromperie et qu'est-ce que vous en faites? Donc, regardez, rien que dans un truc comme ça, il n'y a pas rien du tout. Hein? En plus, ça intéresse les gens, donc vous pouvez faire bouger les choses de manière intéressante en sortant des clichés. Sortant des idées reçues pour faire renouveler le genre là. Vous pouvez faire plein de choses avec ce genre de domaine. Donc méfiez-vous, vous êtes en plein dans un territoire très très humain et vous pouvez le traiter bien sûr avec la légèreté d'une parole enlevée, bien entendu, qui se veut coquine, etc. Mais en même temps, vous pouvez quand même amener l'air de rien ou dans un mouvement de sourcil ou dans un petit silence ou dans un petit truc, un questionnement sur le sujet. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui, moi je veux bien poser une question. Oui. Vous m'entendez? Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de vous entendre, que ce soit sur scène ou avec nous. Et justement, ce qui m'intrigue, c'est que ce plaisir du conte, on n'arrive pas vraiment à le définir. Alors, on tourne autour de mots comme, pour l'expliquer aux autres, ou à soi-même, l'oralité, le langage, la parole, la vision. Je prends un contre-exemple qui est la musique. Vous dites à quelqu'un la musique. Il comprend tout de suite. Pour l'art du conte, je trouve que c'est très compliqué de faire comprendre. Donc, juste, c'est une question. D'accord. Alors, en même temps, attention. Quand vous dites à quelqu'un la musique, la personne n'est pas obligée de comprendre. Elle peut comprendre en tant que mélomane, en tant que récepteuse de musique. Autre chose est la pratique. Vous n'allez pas faire passer la difficulté que le violoncelliste peut avoir avec son dos et les acrobaties qu'il doit faire pour pouvoir jouer de son violoncelle sans avoir mal au dos. Vous n'allez pas pouvoir faire comprendre ça à quelqu'un en lui disant la musique. Donc, dans l'art du conteur, c'est un art, si vous voulez que les gens
ne connaissent pas en fait tellement. Donc c'est vrai qu'il y a des choses quand les gens ne connaissent pas, il faut qu'ils les pratiquent un peu ou il faut qu'ils les reçuent au moins. Si la personne n'a jamais reçu un conte bien dit, C'est ça. Ouais. qu'est-ce que vous allez lui faire passer? C'est comme si vous me dites à moi l'escalade. Ouais, ok, c'est joli, mais moi, j'ai jamais pratiqué. Maintenant, vous pouvez quand même me faire passer. Moi, j'ai des gens qui font de l'escalade avec qui je peux partager sur la fiabilité du granit. Quand moi, j'ai une relation forte à la nature et aux rochers en particulier, eh ben, quand un alpiniste m'a dit, mais tu sais, le granit, tu peux lui confier à un centimètre carré de granit, tu peux confier le poids entier de ton corps. Il est fiable. Sur 1 centimètre carré, avec le pouce de ton pied, tu peux faire peser tout le poids de ton corps, il ne va pas s'effriter. Granit est quelqu'un de fiable. C'est pas calcaire qui va te faire ça. Donc, moi, on s'est compris là. Hein? Parce que moi, je connais rien à l'escalade, mais à travers cet exemple que la personne m'a donné, on était d'accord sur la fiabilité du granit. Et d'ailleurs, j'ai gardé l'exemple pour expliquer aux gens la différence entre granit et calcaire. Donc, voilà. Mais maintenant, la personne n'a jamais entendu un conte, tu vas pas pouvoir lui faire connaître, sauf si tu trouves dans la personne elle-même des points communs sur autre chose. D'accord. Et que tu peux établir des ponts avec ta pratique et ce qui, toi, t'allume dans ta pratique. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'artistes et on s'avérait qu'on parlait de la même chose. Moi, à travers mon art du conteur, l'autre à travers sa sculpture. J'ai des amis peintres, sculpteurs, etc. On parle de la même chose. Mon livre, La Clarté, il est acheté par d'autres artistes. C'est sûr. Parce que ce que je dis, ça touche pas seulement l'art du conte. Et du coup, cette transposition, toi, tu peux, de manière parcellaire, si la personne pratique autre chose ou a une autre expérience de vie, comme moi, je vous ai parlé de la transe de la parole conteuse en vous parlant de l'état qu'on atteint au bout de 8 jours de randonnée. Donc, on arrive à communiquer, à faire passer quelque chose. Il faut prendre des exemples, il faut transposer. Bien sûr, sinon, si tu restes sur ton truc, seulement ton truc, tu te fais pas comprendre. Oui, c'est intéressant. De déplacer. Oui, De et déplacer. la personne, tu peux lui dire, c'est comme toi quand tu repasses. Tu fais ça, à un moment donné, tu sens ton rythme, tu pourrais repasser des draps toute la journée, tu ne fatigues pas, il y a un truc qu'elle a. Bon, si elle aime repasser, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas repasser. Ou le gars qui balaye, mais le gars qui balaye et qui, dans le rythme de son balai, trouve une espèce de présence, d'infini, d'éternité. C'est l'histoire de Younous, hein, la News 41, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, non, ça, il faut quand même que je le vérifie. Et en fait, si vous voulez, vous vous retrouvez avec des gens qui vous comprennent, qui comprennent ce qu'ils veulent dire. C'est de la pédagogie, ça. C'est comme si tu voulais lui... Ouais, 41. Alors, on avait beaucoup de travail dessus, Nicolas. Du coup, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est des... Moi, j'ai des gens qui m'ont témoigné qu'avec en passant le balai dans une grande salle, ils atteignent des fois des endroits comme ça où ça leur rappelle l'art du conte, quoi. Donc voilà, donc transposer, prendre des exemples ailleurs du ressenti. Déjà, tu vois, quand tu dis les mots, la parole, Oui, c'est je veux dire, Macron aussi, il est sur les mots, la parole. Mais c'est pas glamour, hein. Tu vois? Pardon, excusez-moi. Donc, non, les journalistes aussi sont sur les mots, la parole. Donc,
En fait, tu t'exprimes mal quand tu dis les mots, la parole. C'est pas ça l'art de compter. C'est pas les mots. Puisque pour compter vraiment, il faut arriver à un endroit où il n'y a pas les mots. Ça va pas être ça, tu vois. Et donc, c'est du ressenti que tu peux partager, plus que de la pensée. Ressenti, comment tu ressens les trucs, tu vois. Très intéressant. Ça Voilà, m'ouvre des idées. Merci. je vous en prie. Donc, on a de temps. Moi, encore, j'ai une petite question. Vous m'entendez? Oui, je cherche toujours, et ça ne s'affiche pas. Alors, je fais intervenant et ça va, et je vais vous voir. Parler. Voilà. Anne, Anne, vous venez de couper votre micro. On vous entendait, mais on vous entend plus. D'accord. Là, vous Ah voilà, m'entendez? parfait. Ok. C'est bon, oui. Bonjour Madame Zarcat, merci. C'est une question justement par rapport au silence dont vous parlez et dans lequel vous travaillez vos contes. Est-ce qu'à un moment donné, avant de dire un conte, vous vous entraînez beaucoup ou est-ce que vous conseillez de vous entraîner à le dire ou finalement assez peu, à le dire avant, chez soi, tout seul en parlant ou avant de le dire en public, par exemple? D'accord. Alors, je crois que j'ai parlé de ça dans l'intériorité de ce que j'ai dit. Vous réécouterez, vous allez voir. Mais j'ai dit qu'il y a des gens qui se font un texte, en fait, oral, comme ça, en répétant. Bon, pour moi, c'est pas ma manière de travailler. Maintenant, libre à chacun de travailler à sa manière. Je ne sais pas comment les autres travaillent. Moi, personnellement, j'arrive à un endroit où il n'y a pas de mots. Mais les autres peuvent travailler leurs mots. Mais si vous travaillez vos mots tout le temps et en les répétant, vous allez vous faire votre version et la dire par cœur. Ça, vous n'y coupez pas. Du coup, vous allez perdre vous ne serez pas tout à fait sur le GR de l'oralité. Vous risquez de prendre une traverse qui vous amène à quelque chose de fixé, du conte théâtralisé. Maintenant, une fois qu'on est là, on peut toujours aussi prendre un raccourci pour récupérer l'oralité, mais faites gaffe, vous êtes en risque de fixer trop. Donc, Alors, ensuite, si vous voulez, le fait de répéter oralement comme ça, sans arrêt à voix haute, je dis, ça use les mots. Et maintenant, c'est ma manière. Moi, personnellement, je ne travaille pas du tout comme ça, mais j'ai confiance dans mon oralité. J'ai confiance dans mon vocabulaire, j'ai confiance dans mon centrage, j'ai du métier, j'ai des années, mais de toute façon, même au début, je faisais comme ça, mais j'ai confiance, j'ai confiance. À partir du moment où j'ai confiance dans quelque chose à l'intérieur de moi qui sait parler, je sais que si je me mets à parler du conte, je vais savoir en parler. Mais si vous n'avez pas confiance, c'est ça il faut travailler votre vocabulaire, il faut travailler votre langue, il faut travailler les symboles, il faut travailler les images, il faut travailler les sons, il faut travailler tout ce que vous avez envie de travailler dans votre conte jusqu'à atteindre un niveau de travail suffisant. Et vous allez remarquer que plus vous travaillez, moins vous aurez peur. et quand vous dites travailler votre langue, ça consiste à quoi concrètement? Eh bien, si vous voulez, jamais quand je raconte, jamais sur le conte que je travaille, mais j'écoute. J'écoute un enfant parler comme c'est un c'est pas à toi. J'écoute. Donc ça donne de la vie au conte. Parce que j'écoute comment un gamin parle, j'écoute comment. Et puis, quand je peux écouter le vocabulaire aussi, des fois, on peut s'enrichir d'une expression juste. Un beau mot au bon endroit chez quelqu'un, on se dit, tiens, le beau mot au bon endroit. Là. Et, ça ne veut pas dire qu'on va le garder, mais on s'enrichit, quoi. C'est un travail de fond. D'accord. Du coup, vous travaillez uniquement dans le silence, vous ne dites pas votre conte et vous travaillez sur des images. Est-ce que vous écrivez une trame ou c'est juste une mémorisation? Alors,
il y avait un conteur breton que j'ai écouté j'ai écouté un ethnologue il y a maintenant 45 ans dans une des premières euh, conférences de l'âge d'or, qui avait fait intervenir Laurent Desvimes, cet ethnologue qui avait travaillé auprès des conteurs bretons. Et les conteurs bretons, le conteur breton en question disait les contes qu'ils durent 5 minutes ou 5 heures se résument tous en 13 mots. Moi, ça m'avait frappé. Et en fait, après, on comprend vite que les mots du conteur, c'est comme par exemple les animaux reconnaissants. Avec ces 3 mots-là, les animaux reconnaissants, pour lui, c'est un mot. Évidemment, on peut raconter 20 minutes. C'est un motif du merveilleux classique. Et on sait que ça s'appelle les animaux reconnaissants. Tout le monde se comprend quand on connaît un petit peu. Et il suffit juste de savoir quels sont les animaux. Par exemple, si vous mettez une fourmi, je sais déjà que l'épreuve va être du tri et que la fourmi va aider le héros dans sa quête à un endroit où il y aura du tri à faire. Donc voilà, avec juste les animaux reconnaissants, j'ai besoin juste qu'on me dise quels sont les 3 animaux et ça y est. Donc là, j'ai pas besoin de beaucoup de mots. Donc avec comme ça un peu de pratique. Mais des fois, c'est des mots qui amènent une vision, une image, qui tout est un petit peu cristallisé autour. Alors ce mot-là, il va servir pour plaquer tout un passage de l'histoire. Et ainsi de suite. Donc ça, je me fais une liste. Je me fais mes 13 mots. Et quand ça dure plus longtemps, non, je fais pas seulement 13. Je fais si vous voulez, je fais en plusieurs étapes. Pour un conte d'1 heure et demie, je commence par avoir 2-3 pages, comme ça, surtout quand il y a des noms compliqués ou l'ordre des choses. Et puis, ces 2-3 pages, les endroits que j'oublie, je me les note. Et puis ensuite, cette page devient une fiche. Donc là, on s'approche des 13 mots. Parce que les 2-3 pages finissent par devenir une fiche. Et quelquefois, il m'arrive d'avoir à noter plus. Donc, je fais une première étape où j'ai plus de notes, un petit peu plus de notes. Ça va être 4-5 pages. Puis après, ça va être 3 pages. Puis après, ça va être une page. Puis après, ça va être une fiche. Petite fiche. Bristol. La fiche Bristol, je l'emmène dans le train. Quand je vais raconter avec moi, je l'emmène dans le train. Et si je n'ai pas raconté le conte depuis 3 ans, j'emmène l'étape précédente, c'est-à-dire les 2-3 pages. Jamais plus grand, mais les 2-3 pages, et puis ma petite fiche, ça oui. Ce sont mes moyens mnémotechniques, ce sont mes rappels. Mais je suis quand même spéciale. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de conteurs qui travaillent dans le silence jusqu'au bout et qui, en quelque sorte, si on peut dire, accouchent sur scène. Mais je travaille énormément. Je donne ma vie à ça. J'ai une concentration grande sur mon travail. J'en ai fait pour moi un art sacré. Il y a quelque chose dans la relation au conte qui s'est inscrit de manière si profonde que quand je vais raconter quelques semaines avant, je retravaille, je reprends, je rêve. Même si j'ai raconté le conte depuis 1985 et que je dois raconter Salomon dans 15 jours, je ne viens pas me jeter dans mon Salomon sans avoir repris, sans avoir dirigé mon esprit sur le fait que je vais raconter Salomon, sans avoir réveillé les histoires et peut-être d'autres, celles que je raconte jamais, pour réveiller la complétude du répertoire. Et donc, si vous voulez, j'ai l'humilité de travailler beaucoup, mais j'accouche sur scène. Mais personnellement, je trouve que ça peut être risqué et je ne le recommande pas à quelqu'un
qui n'a pas confiance ou qui ne sait pas que ça sort bien. Merci. Merci pour vos beaux bébés. Bonjour, je voulais juste vous remercier. Vous remercier parce que ça m'a fait énormément de bien de vous écouter. Merci. Oh, merci à vous. Mais ce n'est pas le mot de la fin, hein, vous, on peut continuer, on a encore un quart d'heure. Ah bah, heureusement que j'ai parlé, hein, parce que si j'avais compté sur vous pour du dialogue et du débat, on est mal barré. Hein. Je vous ai Bon, allez, je vais me lancer, je vais remettre ma vidéo. Voilà. Donc, bonjour, je m'appelle aussi Catherine. Oui. Et j'ai fait mon premier stage de conteur avec vous il y a, je ne sais plus, un certain nombre d'années. Et j'avoue que là, j'ai retrouvé le même plaisir à vous écouter que j'avais eu pendant ce stage. Et moi, je reconnais votre tête. J'ai mis en grand, oui, je reconnais votre tête. Ah, bah, écoutez, donc en fait, j'ai continué après ce premier chemin parcouru avec vous dans une association. Et je suis toujours, moi, dans une articulation entre justement la dimension du travail et la dimension de l'ancrage, qui est plutôt ma façon de fonctionner de manière générale. C'est vrai que je fais du tai chi, du bouddhisme, j'ai beaucoup d'activités de centrage, des choses qui sont importantes et fondamentales dans ma vie. Et du coup, j'ai toujours du mal à trouver cette articulation de travail sur quel mode de travail, parce que on dit il faut trouver des mots, enfin, ce que vous évoquiez comme des choses un peu formelles. Donc, j'ai toujours un peu de mal entre le côté formel du travail et le côté de ce que je ressens. Ah, mais c'est parce que si vous prenez le travail au niveau formel, vous vous ennuyez. Non. C'est ça. Le travail, c'est un vrai plaisir. Moi, j'adore, je découvre, je m'amuse quand je travaille. Et je vais au musée, je vais voir des trucs, je vais voir des 25 films de cinéma chinois pour mon répertoire chinois. Je vais voir, je m'amuse énormément. Je vais voir des navets chinois, je vais voir. Ah oui, c'est nul quand ils sont traduits là, c'est du très très nul les Chinois. Oui. Mais par contre, il y a des trucs formidables. Donc, si vous voulez, non, je m'ennuie pas. Et puis quand je travaille la profondeur du conte, mais je découvre l'humanité, une sensibilité. Moi, ça m'allume, si vous voulez. Mais j'ai fait psycho dans ma première vie. Oui, ça je savais. Donc, c'était mon truc aussi. J'étais aussi dans le médico-social. Oui, mais moi, si vous voulez, je suis intéressée par l'être humain. C'est ça que je veux dire. Donc, le conte, quand il m'amène à m'intéresser à l'être humain, moi, personnellement, quand je lis des trucs ou que je regarde ou que je rêvasse sur la symbolique d'un conte, je m'ennuie pas, quoi. Hein. Là, moi, j'ai travaillé 3 ans le Mahabharata pendant le confinement. Mais purée, c'est mes meilleurs amis maintenant. Ils m'ont créé une clairière dans la forêt à l'intérieur de mon cœur. J'ai là une clairière forestière à l'intérieur de moi, dans laquelle il y a tous les personnages qui sont là en attente que je les raconte. Et c'est une merveille que j'ai créée à l'intérieur de moi. Et du coup, si vous voulez, et là, je recommence, je fais un deuxième cercle avec le texte en anglais, parce que je suis pas très heureuse de mes versions françaises, etc. Je m'amuse, quoi. Pour moi, c'est du ludique. Maintenant, si vous appelez ça que le travail du conteur, c'est un travail, là, vous êtes mal barré. Donc, attention, quittez cet endroit. Et votre conteuse, vous pouvez lui demander de squatter tous les ancrages et tous les centrages des autres pratiques. D'ailleurs, normalement, elle devrait le faire. Oui. Non, mais je sais, je suis à un moment de questionnement en ce moment. Je suis un peu je sens bien à un carrefour, là. C'est-à-dire que, bon, je vais vous dire une chose. Dans ma vie, moi, j'avais un moment, il y a longtemps, hein, 45 ans, je travaillais mes contes et je travaillais la matière sacrée de la tradition juive par ailleurs. Donc, je travaillais mes contes, j'étais psychologue, je travaillais mes contes, je faisais beaucoup de choses. Et 3 fois par semaine, j'allais étudier le judaïsme avec des maîtres, etc. Et c'était un énorme travail que j'ai fait pendant 7 ans.
Et pendant ce travail, il y avait le sentiment d'être tiraillé. Il y avait une partie de moi, quand je travaillais pour mes comptes, qui me disait tu t'amuses avec tes comptes, va étudier. Et quand j'étudiais la tradition juive, il y avait une partie de moi qui me disait oui, bon, tu travailles, tu étudies, mais tu devrais pas abandonner tes comptes. J'étais tiraillée jusqu'à ce que je trouve Salomon. Et quand j'ai trouvé Salomon, je travaillais mes comptes et la tradition juive en même temps. Et j'allais à l'avance à mes cours et je demandais à mon prof, est-ce que vous pouvez me traduire ce passage directement sur l'hébreu? Parce que là, l'anglais, je crois qu'il résume, il y a un truc qui va pas, etc. On sortait les bouquins. Il me disait, est-ce que vous avez lu ça et ça? Si vous avez besoin de ceci, de cela, Élie est là. Il m'a beaucoup aidé. On travaillait sur 4 langues en même temps, quasiment. Et ça a donné Salomon. Et il me disait, Mme Zarkat, vous développez des mérites, comme disent les juifs pieux. Et je dis, mais monsieur Untel, je développe pas des mérites, je travaille mes comptes. Il me dit, vous savez pas ce que vous faites. Et il avait raison, parce qu'en fait, c'était quelque chose qui m'a mis au centre de moi-même, dans un endroit où il n'y avait plus les questions. Donc peut-être c'est une question de répertoire. Qu'est-ce que je vais dire qui va unir mes comptes et mes pratiques? Comment je vais unir les choses dans un répertoire qui a peut-être plus de sens pour moi? Enfin, ça, Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a encore 10 minutes. 10 minutes, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on espère, oui. Il y a la place pour 1 ou 2 questions. Il y a quelqu'un qui m'a mis en main. Donc, vous avez eu un compliment. Très grand merci. Bon, c'est bien. Hélène? Hélène. Tu peux parler, Hélène? Tu as mis ton micro? J'ai remis le micro et je suis apparue à l'image. Alors, c'est le merveilleux du moment. J'ai pas compris comment. Catherine, bonjour. Bonjour, Hélène. Je suis heureuse d'avoir à nouveau l'occasion de te dire merci pour tout ce que j'ai appris. C'est peut-être pas le mot que je préfère, ce que j'ai compris avec toi. Au fil d'années, enfin de stages et d'accompagnement et de spectacles. Je suis retournée te voir dernièrement et j'ai oui, compris, ressenti, et ça m'habite toujours, et je voulais t'en remercier parce que j'y trouve toujours du bonheur. Et je pense que c'était aussi ça dont tu nous parlais, le bonheur de compter. Alors, je voulais te dire merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc, les témoignages comme ça, on va essayer de voir s'il y a des vraies questions qui peuvent être utiles à tout le monde. Dis donc, moi, je cherche, il y a encore Nicolas? Est-ce que Nicolas est là? Ben si, juste. Oui, Nicolas ou Lyonnette. Lyonnette, elle est encore là ou Nicolas, t'es tout seul? J'aimerais bien que vous parliez un petit peu à partir de l'endroit de la grande oreille. Je trouve que ça serait juste, quoi, de vous laisser parler. Nicolas, j'ai l'impression que Lyonnette n'est plus là, mais je me trompe peut-être. Donc, est-ce que, Nicolas, tu aurais envie de partager quelque chose? Si, Lyonnette est là. Nicolas, Lyonnette est là. Lyonnette est là? Oui. Je la vois pas dans mes... Mais je vais la voir. Quoi? Ah oui, elle est là. Allô? On est là tous les deux. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose à partir de la grande oreille, quoi, de ce projet qu'on avait d'édition? Moi, je trouve en tout cas que ce livre est formidable et que justement, ce qui je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il s'adresse aux conteurs, mais pas du tout seulement aux conteurs. En fait, il s'adresse vraiment à chacun de nous.
Et ça, je trouve que le lire, c'est un peu comme on lit de temps en temps des livres qui vous enrichissent, qui vous parlent et qui vous font vraiment vibrer, si je puis dire. Et ça, je trouve que c'est vraiment formidable parce que c'est vraiment pour nous tous et toutes. Voilà, moi c'est ça que je voulais te dire et te dire remercier encore beaucoup de nous avoir permis d'éditer ce livre, qui est un livre extrêmement riche, et de nous avoir permis de le lire également. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Nico. Ouais, Nicolas, vas-y. Oui, alors, par contre, j'ai un écho. Est-ce que tu peux arrêter ton micro? Ah oui, j'arrête. Faut que j'arrête mon micro, hein. Ouais. Voilà. Je coupe complètement. Ouais. C'est une question technique. Bon, pendant qu'ils font leur technique, Nicolas m'a aidé. Oui, la solution. Oui, ce qui m'a frappé dans les dernières phrases que tu as dites, ou à un moment là, c'est cette dimension d'exploration. Et je trouve que c'est passionnant et c'est ce qui a vraiment aussi ce que j'ai retrouvé, ou une des choses qui m'a beaucoup passionné dans ton livre et dans l'ensemble de tes textes, c'est, ça rejoint un petit peu ce que dit Lionette aussi, c'est en fait, voilà, le conte est tellement ouvert à tellement de dimensions, il nécessite un désir d'explorer, de se nourrir, de rechercher, de s'alimenter, de curiosité, avant tout. Et peut-être qu'il y a deux dimensions qui pour moi, hein, ce que j'ai ressenti en lisant le livre et ce que je continue de ressentir, il y a un plaisir immense à explorer, à comprendre, à s'interroger, et c'est ça qui est la matière première de ce qui va pouvoir après faire le conteur et l'artiste en général. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans ta réflexion, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre, c'est ça, c'est cette dimension de questionnement, de curiosité, d'interrogation, quand tu parles de la rencontre avec la nature, quand tu parles d'écouter comment le monde nous parle, les pierres, les animaux, écouter un enfant. Donc, c'est affûter ses sens, affûter sa curiosité, vouloir être très sensible à tout. Et puis, à un moment, peut-être que, moi, je ne suis pas du tout conteur, mais je me dis ça, il y a quelque chose qui se construit en soi, qui sédimente, qui peut-être s'installe, et qui donne après la confiance ou la solidité pour avancer et puis se mettre à raconter. Et après, il y a toute une dimension technique, comment on va raconter, mais c'est peut-être la coquille, la carapace autour, je ne sais pas comment dire, mais quelque chose qui est autour, et le cœur, c'est toute cette dimension de recherche, de réflexion et de questionnement qui devrait tous nous relier. Et dans la grande oreille, on essaye aussi d'associer de la réflexion et des articles de tout type d'intervenants qu'on essaye de mettre en relation avec les contes. Donc ça nous ressemble un petit peu aussi de ce point de vue-là. Voilà ce à quoi je pensais à l'instant en t'écoutant. Et je crois que c'est ce plaisir de chercher, de curiosité, qui est un véritable moteur pour tout. Et qui doit être notre moteur pour tout simplement pour vivre. Oui, merci Nicolas. C'est en effet, si on n'a pas plaisir à explorer, le compteur va être pauvre. C'est sûr que c'est très important, cette dimension d'exploration dans tous azimuts. Alors, pendant que tu parlais, moi, je me suis souvenu d'un truc où finalement, si vous voulez, c'est très agréable d'être conteur parce qu'on vit 1000 vies. Et en fait,
bien plus qu'un comédien, vous pouvez être plein de personnages, vous pouvez entrer dans l'intériorité d'une femme si vous êtes un homme, d'un chien, d'un brin d'herbe, Dieu sait, d'un scarabée, d'une fourmi, vous pouvez être plein de choses et vous pouvez vivre plein de situations, plein d'expériences et quelquefois j'ai l'image quant à moi, que c'est comme si c'était un microcosme, l'art du conteur. Un microcosme dans lequel il nous est donné à vivre toutes sortes de situations, toutes sortes de vies, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de manières de s'en sortir, toutes sortes de cheminements, de réflexions, de toutes sortes de questionnements humains et au-delà. Mais donc 1000 vies en fait, mais avec le fait que c'est un temps limité, un espace unique, fermé, le temps de la raconter, et que dans ce mini-espace, il nous est donné la vie à vivre, toute la vie à vivre. Et cette vie à vivre, si vous voulez, j'ai le sentiment que moi, en tout cas, ce que ça me propose, c'est de la vivre avec la conscience qui gouverne la maison avec goût et équilibre. Et de temps en temps, je me dis pourquoi est-ce que dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas cette conscience qui guide la maison avec goût et équilibre? Pourquoi est-ce que je m'énerve au point d'avoir envie de maudire la trottinette qui m'a frôlée dans la rue, alors que je vis sur scène une telle sagesse où les ombres et les lumières sont dans la gouvernance entière de la conscience, comme si on était à une gigantesque table de l'ONU où on avait invité les pires comme les meilleurs et où on arrive à faire monde ensemble. Et je me dis, mince, j'y arrive quand je raconte, et quand je ne raconte pas, je reste bête et stupide et à réagir à la moindre chose. Ça, c'est quand même énervant. Ça fait plaisir, Catherine, ça veut dire que vous restez complètement humaine. Disons oui, mais j'aimerais cheminer avec la même sagesse dans ma vie, quoi. J'aimerais que ma conteuse déteigne sur mon quotidien et en fait, voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de gratitude pour au moins vivre, ne serait-ce qu'à cette dose homéopathique, cette qualité, cette sagesse. Ah, mais évidemment, ce qui fait la différence, c'est que dans le conte, on connaît la fin de l'histoire. Alors que dans la vie, on ne connaît pas la fin de l'histoire, en fait. Même si on sait qu'on va mourir, ce n'est pas la fin de l'histoire. On ne connaît pas la fin de l'histoire. Ben, écoutez, Catherine, je me demande si ce n'est pas le mot de la fin. Oui, ça serait pas mal comme mot de la fin. C'est pas mal. Bravo. Merci. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour cette conférence. Oui, tout le monde a envie d'applaudir. Oui, vous pouvez, vous avez des petits on a nos micros pour réagir. Vous pouvez envoyer des ça, vous pouvez envoyer des ça. On peut applaudir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ouais, merci beaucoup. Donc, écoutez, c'est un plaisir de retrouver cette énergie de conférence. Merci de me l'avoir proposée. Et je suis ravie, voilà. Et je suis là, la page de pub. Je raconterai au Théâtre de l'Écho à la rentrée. Et je créerai en 3 soirées des brins de Mahabharata. Je ne dis pas le Mahabharata tous en grand, mais des petits brins de Mahabharata. Et on verra comment ça sort. Donc là, si vous voulez voir ce que ça sort le premier jet, c'est là. Et après, je serai au Mandapa en janvier, et je dirais des contes chinois pendant le festival du Mandapa 2024. Pour les Parisiens, tout ça. Voilà. Et voilà, on ira découvrir votre clairière
tous les animaux. Essayer d'agrandir Être du Mahabharata. Alors, merci beaucoup, Catherine. Merci à tous les participants. Et puis, peut-être à une prochaine fois. Merci. Merci. Bravo. Bonne idée. Ok. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci beaucoup. Je vais quitter. Ciao.